Allez, bonsoir tout le monde, merci d'être là au rendez-vous de Monde des Arts. Comme tous les jeudis, on est ravis de vous retrouver. On va parler ce soir du CVB. Alors le CVB, c'est pas un parti politique, enfin je crois pas. On vérifiera. C'est pas non plus une substance interdite, je ne crois pas. C'est le Centre Vidéo Bruxelles. 50 ans, s'il vous plaît, 50 ans au compteur. Et on les a à peine vus finalement passer ces années. Les années, hein, pas les films, parce que les films, ils s'ancrent vraiment dans le réel, une réalité bruxelloise, des luttes sociales, de combats, de victoires, de défaites aussi, tout ça sous le prisme du cinéma et de son esthétique, une esthétique qui, elle aussi, forcément, a évolué avec les années. Alors d'où vient le CVB, où va-t-il aussi, en quoi nous ouvre-t-il les yeux et surtout l'esprit? On va en parler ce soir avec nos invités. Tout d'abord Marianne Hosto, bonsoir Marianne. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir. On ne s'est pas encore vu sur un plateau de télévision, pourtant vous êtes depuis longtemps dans le milieu. Vous êtes la première directrice, vous, du CVB? Oui, et même avant, au moment où le CVB, pardon pour ma voix, oui, c'est pas grave, où le CVB ne s'appelait pas encore le Centre Vidéo de Bruxelles, mais le Vidéobus. D'accord, on va parler de ce fameux bus, ouais. Voilà. Qui était historique. Et puis vous êtes productrice aussi. En face de vous, Michel Stéhart. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes le directeur actuel du CVB. Absolument, et merci pour cette magnifique introduction. On dit rien, c'est un plaisir Michel. On aime bien le CVB, nous ici. Julien Tondeur est là également. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir. Alors vous êtes historien, vous êtes le co-auteur de CVB, 50 ans de cinéma, 50 ans d'engagement. Co-auteur, votre collaboratrice, on peut peut-être la citer? Tout à fait, Amélie Rouclou, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a coécrit le livre. Voilà. Et c'est une bible, ce livre. On verra d'ailleurs pourquoi un livre et pas un film, parce que vous posez la question dans le livre. Et puis Ken Slock est avec nous. Bonsoir Ken. Bonsoir. Ravi de vous avoir. Vous êtes producteur, plutôt côté éducation permanente, c'est ça? Tout à fait. Donc vous travaillez avec quoi? Des ateliers À la fois avec des films collectifs, ouais. On aura l'occasion d'en parler, je pense, et également des productions documentaires plus classiques, faites et coproduites avec des acteurs du monde associatif. D'accord, parce ce qu'il faut bien comprendre ce soir et qu'on va vous expliquer, c'est que le CVB, c'est à la fois des films d'auteur et à la fois des films, on va dire, collectifs, pour le dire simplement. Hein. On va commencer d'ailleurs par un film d'auteur, Colline Grando. Vous avez tous vu ce film, évidemment, Le Ballet Libéré, c'était en 2023, donc c'est un film d'auteur, pas un film collectif. On regarde cette bande-annonce et puis après on va voir. Je travaille à l'UCL depuis maintenant 17 ans. Ça fait 3 ans et demi que je travaille à l'UCL. Au début, j'ai pas eu facile. L'UCL, c'est quand même... Enfin, c'est pas petit, quoi. Je veux dire, c'est une ville. Le patron, il n'a jamais venu ici. Il vient ici, il est perdu. Hein. C'est toujours la même chose, on voit pratiquement personne. Il ne s'imagine pas l'ampleur du travail. C'est du nettoyage industriel, donc tu dois être capable de nettoyer autant de mètres carrés à l'heure. C'est comme à l'usine, quoi. C'est le même. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu as entendu parler du Ballet Libéré? Je me suis dit, c'est quoi ça? Je vais pas dire que je ne le croyais pas, mais je dis c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça devrait être dans l'histoire de l'UCL aussi. Se dire, ben voilà, il y a eu une révolution limite et... Tu vois, c'est nous qui avons mis notre propre patron à la porte, quoi. Nous avons décidé de ne plus accepter la sous-traitance et de nous autogérer. J'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ce que vous avez fait là, jamais on n'oserait faire des trucs pareils. À l'heure actuelle, de faire ça, c'est impossible. Je voudrais quand même rappeler qu'elle-même croyait que c'était pas possible quand ils ont commencé la grève. Hein. On a parfois l'impression qu'on est tout seul. Mais en fait, on n'est jamais tout seul. Elles avaient réussi à l'époque et nous, maintenant, sommes-nous capables de les refaire? Elles l'ont fait. Donc ça veut dire que c'est possible. Voilà, Le Ballet Libéré. C'est de voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut encore visionner les films, Michel? Il faut envoyer un petit mail ou donner un petit coup de fil au CVB. C'est tout simple en fait. Voilà, et on se chargera de trouver le moyen d'envoyer le film. D'accord, donc l'adresse, tant qu'on y est, l'adresse du CVB c'est quoi? C'est cvb.be. cvb.be, on envoie, on dit j'ai envie de voir le film. Vous allez sur le site cvb.be. D'accord. Là il y a toutes les informations nécessaires. En tout cas, en parlant d'informations, elles sont là les informations, c'est une bible ça Julien quand même. Vous avez mis combien de temps pour travailler là-dessus? En gros c'est un projet de 2 ans. Ah oui, tout de même. Voilà, entre le moment où on a décidé avec le CVB d'enclencher le processus
et le moment où l'édition était prête, se sont écoulés 2 ans, effectivement. 2 ans de travail, 2 ans de recherche, de témoignages aussi, d'archives. Il y a des liens aussi, on parlait de films, de visionner des films. 18 films. Il y a 18 films qu'on peut voir grâce à par QR code. Ouais, par QR code. Ça vous a fait remonter des souvenirs en tête, ça j'imagine? Évidemment, mais moi je dirais 50 ans de cinéma, le bouquin il pèse 1 kilo. Ah oui, vous l'avez pesé? Et j'ai fait un petit texte pour dire c'est 1 kilo de travail, mais comment compter le nombre de réunions, le nombre de pas de pellicules, mais de matériaux, de bandes, vidéo, ouais. Le nombre d'heures de montage, le nombre d'heures de réunions, de pleurs, de rage, de colère, de bonheur. C'est ça qu'on trouve là-dedans. Oui, c'est bien transcrit, je trouve. Les doutes aussi, parce que... Oui, on n'a jamais arrêté de se poser des questions. Mais bien sûr. À chaque film, on se pose une question. D'où vient ce film? Qu'est-ce qu'il va raconter? Comment il va le raconter? Et surtout, qu'est-ce qu'on en espère? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce film? Est-ce qu'il va trouver son public? Comment? Et qu'est-ce que ça va provoquer chez le public? On pense au public quand on produit, Ken, un film au CVB? C'est fondamental. Le public d'abord, le public avec qui on travaille, le public à qui le film se destine et le public pour lequel il est utile. Il y a un réalisateur qui me disait encore récemment avec qui on travaillait, le projet commence quand le film est fini. C'est-à-dire qu'il faut en faire quelque chose. Et la vraie bataille, elle est souvent là. C'est peut-être la grosse différence avec les films plus classiques ou commerciaux. Enfin, on n'est pas dans la même filière, quoi. Ah ben non, on est dans le don marchand. Nous, la finalité, elle n'est jamais pécuniaire au niveau de la distribution des films, ou presque jamais. En revanche, l'utilité sociale et pratique pour les associations, elle est au centre de tout. Ça fait du bien d'entendre un peu non marchand. N'est-ce pas, Michel? Oui, et le but du CVB, la raison pour laquelle on fait du cinéma, elle est dans le titre du bouquin, 50 ans de cinéma, 50 ans d'engagement. On veut donc que le cinéma soit un outil de transformation sociale. Donc il y a un but quand même différent des objectifs de l'industrie du cinéma. C'est pas un peu idéaliste, ça? Si, c'est idéaliste. Bon, et alors? Oui, voilà. Vivons d'idéal, et d'idéaux même, puisqu'il y en a plusieurs. 1975. Là, je me tourne vers l'historien. On est au tout début, du début, donc 50 ans. Donc, c'était l'année dernière, les 50 ans, mais enfin, on va un petit peu tricher sur les dates. C'était dans la foulée de mai 68 que ça a été créé, on peut dire ça? Oui, tout à fait, on peut dire ça, dans la foulée des années 60 qui réclament plus de participation déjà, et puis avec... Démocratie culturelle, tout ça. Voilà, c'est ça, la fin des années 60, post-68, avec effectivement la démocratie culturelle qui s'oppose à la démocratisation de la culture. C'est pas seulement rendre la culture accessible à tout le monde, c'est faire en sorte que tout le monde puisse exprimer cette culture et que tout le monde a une culture à exprimer, toutes les communautés, c'est ça l'idée. Et c'est ça derrière ce projet du CVB, qui est porté par les pouvoirs publics. C'est bien aussi de le rappeler. J'ai noté que c'était l'ancêtre de la COCOF. Oui, la Commission communautaire française qui a décidé à un moment donné, ce sont des gens à l'intérieur de cette administration qui ont trouvé que ce serait peut-être utile de s'emparer de ce nouvel outil qui était la vidéo légère, qu'on disait légère, enfin elle n'était pas si légère que ça, et donc d'aller avec cet outil à la rencontre des habitants, des associations. Bon, il y a des politiques, il y a des bonnes décisions politiques de temps en temps. Oui, donc ça en était une en tout cas. Surtout, ça indique que les gens qui travaillaient dans les administrations à cette époque-là étaient des gens qui avaient des projets politiques, qui étaient politisés en quelque sorte, et que donc ils avaient un idéal et ils travaillaient pour faire advenir cet idéal. C'est plus le cas ? Je ne sais pas. En tout cas, plus cette forme-là. Plus cette forme-là, Ken. Quand on voit pour moi, qui suis plutôt qui suis depuis pas longtemps CVB et dans le secteur, c'est vrai que quand on voit la genèse du CVB, on se dit que c'est une relation à l'institutionnel pour les associations qui est complètement différente. Et quand je dis plus cette façon-là, c'est-à-dire, imaginez des membres d'un cabinet qui vont aller créer une structure de droit privé ad hoc pour une mission. Ça paraît complètement invraisemblable. C'est fou. Oui. On a basculé dans un autre monde quand même, faut le dire. Oui, alors bon... si je peux... Oui, Marianne. Parce que j'y étais presque au tout début. Je pense aussi que dans ces administrations, c'était des gens.
c'était des gens qui portaient les choses et qui... Alors, tu dis que c'était un projet politique, certainement, dans la foulée de 68. C'était l'idée de donner la parole aux gens qui ne l'avaient pas. Et on a fait beaucoup de films avec les gens. Et de montrer les luttes sociales qu'il y avait. Etc. Mais c'était en même temps un projet culturel. Et... Enfin, il me semble que... Je pense que les trois acteurs principaux, c'est-à-dire l'ancêtre de la COCOF, la communauté française qui tout de suite a embrayé et la médiathèque qui a été un peu le gestionnaire. Oui, il y avait la médiathèque. Au départ, ils ne se sont pas trop emberlificotés dans les problèmes institutionnels au départ. Le projet est né, on a essayé et puis après, on a tricoté le truc. Ouais. Et puis il y a eu tout de suite ou très vite une excellente idée, je trouve, on va voir la photo, c'est ce fameux vidéobus, parce que ça c'était génial, ça permettait d'aller dans les quartiers, c'était ça le but en fait. Effectivement, donc à la base, quand l'ancêtre de la COCOF, la CFC, a cette idée, embarque la communauté française de Belgique avec, et la médiathèque, il y a l'idée de pouvoir être le plus accessible possible, et donc du coup vient l'idée effectivement d'être itinérant, en se disant, si on a un centre, comme ça se faisait, il y avait une expérience à Montréal, mais en fait les quartiers bruxellois sont trop différents, les gens ne se rendront pas dans ce centre, et donc pour que les populations et les communautés puissent se servir de cet outil, il faut qu'il soit itinérant, il faut qu'on aille dans les quartiers, il faut que le matériel soit à disposition et qu'on fasse les films là où se passent les choses. Et il était bien reçu, ce vidéobus, à l'époque ? Vous n'étiez pas là. Je ne sais pas exactement comment il était reçu, je ne veux pas le dire, mais des échos qu'on a sur les archives et avec les associations qui ont fait appel au vidéobus, ou les groupes citoyens, ça fonctionnait bien, il y avait beaucoup de demandes, et les gens étaient très enthousiastes parce que c'est aussi le début de ce type de médias, les médias un peu plus portatifs, le Sony portable, matériel léger, c'est ça, matériel plus léger, qui permet de faire des films plus rapides. Vous devez rigoler, vous, Ken, parce qu'il y a une évolution au niveau technique. Oui, complètement. C'est vraiment un des contrastes fondamentaux qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la démocratisation des outils audiovisuels. Les gens avec qui on travaille, quelle que soit leur origine, leur génération, ont des smartphones. Ouais, vous travaillez avec des smartphones. Ont des outils extrêmement puissants. Et donc le fait de venir avec l'outil n'est plus un argument suffisant pour amener quelque chose au public. Mais Marianne. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, les télévisions locales n'existaient pas. Ah ouais, Et on était dans le moment des radios libres. Donc cette idée de la parole s'est greffée sur ce mouvement et très très vite, à l'époque, Télé Bruxelles se créait. Et c'est pendant ces années-là... Oui, c'est un peu les mêmes années, c'est ça? Que tout ça s'est mis en place petit à petit. Bon, je pense que ceux qui ont certainement gagné le gros lot dans l'affaire, c'est les marchands de matériel. Parce que, évidemment, il y a eu une efflorescence et un mouvement technique et de transformation technique successive qui, jusqu'à nos petits portables qui nous permettent d'enregistrer, d'envoyer, de monter tout seul comme un grand, à l'époque, tout ça n'existait pas. Non. Vous montiez dans le camion? Oui. Il y avait tout là. Dans le camion. Ah oui, au départ, le camion, il y a un banc de montage, tout est fait dans le camion en fait. Mais finalement, même si d'après ce qu'on peut comprendre dans les archives et en discutant avec des personnes comme Marianne ou d'autres anciens travailleurs et travailleuses, il y a la mythique du vidéobus, mais en fait, cette partie-là ne dure que très peu de temps. Oui, mais c'est parce que 4-5 ans, mais elle reste. C'est symbolique. Tard, regardez cette vieille Citroën. C'est ça. On continue à l'appeler le vidéobus alors qu'on est déjà dans un bâtiment en dur. Oui, c'est vrai. Où est-ce qu'elle est cette camionnette d'ailleurs, Michel? Elle a disparu. Vraiment, oui, elle est à la casse. Elle a disparu. Ah, la pauvre. Elle a été garée longtemps dans les halles de Scarbeck, qui n'étaient pas encore rénovées. Ah, c'est dommage. À l'époque. Enfin bon, voilà. C'est une camionnette en même temps. C'est vrai que petit à petit va naître le CVB. On va arriver dans les années 80 tout doucement. On va regarder un extrait court du premier film d'un certain Jaco. Vous souriez parce que vous êtes sa première productrice en fait, de Jaco Van Normal. Oui, on peut le dire comme ça. Mais c'est le premier film que Jaco Van Normal a réalisé en sortant de ses études de cinéma. Ouais. Et c'est au CVB qu'il l'a fait. Ouais. En sortant de chez lui, j'allais dire aussi, parce qu'il va dans le parc. Exactement. Et puis, il tombe sur ses voisins. Regardez un extrait. Les voisins.
Vous habitez la ville depuis longtemps? 6 mois. 6 mois, depuis la fin septembre. Avant, vous étiez à la campagne? Oui, depuis 22 ans. Et ça ma campagne, elle s'est imprégnée dans ma tête, je ne parviens pas à la faire sortir. J'avais des bêtes là-bas, comme ici, et voilà. Vous n'aimiez pas la ville, en fait? Non, je n'aime pas. C'est pour ça que vous venez au parc, ici? Oui, oui. À cause des animaux, des bêtes, des Voilà. Voilà, le premier film de Jaco van Dormael. C'est quand même unique, quoi, ça. Vous vous souvenez du tournage? Il avait fait ses films d'école, mais c'est son premier film après sa sortie d'école. Ouais. Alors moi j'ai une question parce que on va parler des ateliers évidemment, mais est-ce qu'il y a par exemple beaucoup de cinéastes qui ont débuté grâce au CVB? Est-ce que je veux dire c'était une pépinière un petit peu pour certains cinéastes comme Jaco ou d'autres ou pas? Oui, il y en a eu, puisque assez vite et notamment par le mouvement instauré par Jean-Luc Outers, qui travaillait à l'ancêtre de la COCOF, l'idée est venue de proposer à des auteurs sortant des écoles de cinéma de s'emparer des questions sociales. En fait, l'idée de donner la parole aux gens et de leur donner la caméra n'a pas tout à fait produit les effets qu'on espérait. On espérait à l'époque, je pense que les gens qui ont créé le vidéobus de l'époque, ils espéraient vraiment que les gens, en s'emparant de l'outil, pourraient ouvrir la voie d'un nouveau langage. Ouais. Et ça ne s'est pas tout à fait produit. On s'est rendu compte assez vite que les gens essayaient de reproduire ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils avaient vu à la télé, sauf que ou au cinéma, sauf qu'ils n'avaient pas les outils, la formation suffisante pour le mettre en œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les films étaient parfois un peu cabossés ou mais c'est-à-dire qu'on avait un peu du mal à sortir du format classique. Du format classique et de l'interview, une interview, un de coupe, quoi. Vous parlez bien, ça, Julien, dans le livre, de cette tension, qui a peut-être encore, d'ailleurs, je ne sais pas, Michel, entre la volonté de faire des films d'auteur et puis de faire des films d'outils ou des films collectif. Ça, c'est l'ADN, c'est l'histoire intrinsèque. Ah, j'imagine. Hein. Je dis toujours que c'est marche sur deux jambes, une jambe qui est donc la jambe auteur et une jambe qui est la jambe associative, éducation permanente, cohésion sociale. Et on est très singulier dans le paysage audiovisuel aujourd'hui et depuis de longues années à ce sujet-là, puisqu'on essaye de faire marcher ensemble ces deux jambes. C'est-à-dire que du côté de l'associatif, on essaye que l'aspect formel irrigue les questions du côté de l'associatif et que du côté de l'auteur, les questions sociales, les questions les questions sociales, les questions de pourquoi on le fait, irriguent les questions formelles du côté de l'auteur. Oui, on l'a bien vu avec Corinne Grandeau, par exemple. Voilà. Quoi. Corinne Grandeau est un exemple parfait d'une cinéaste qui sort d'une école de cinéma, qui a donc des exigences formelles, qui adopte une position de réalisatrice, d'auteurice, mais qui en même temps, avec les gens avec qui elle travaille, avec les gens qu'elle filme, elle s'engage avec eux dans un parcours qui est un parcours qu'on pourrait qualifier de lutte avec les personnes qu'elle filme. Et donc ça, c'est l'essence même. Ouais, on le voit bien avec certains auteurs. Je voudrais qu'on regarde rapidement un extrait aussi du film de Patrick Jean que vous avez coproduit. Là, on est un petit peu plus tard dans le temps. On avance tout doucement dans le temps. C'est La loi du plus fort, si je ne m'abuse. La raison du plus fort. La raison du plus fort, pardon. Oui. Voilà, c'est un film qui a marqué. À l'époque, je m'en souviens encore. Regardez. Dernier jour de travail cet après-midi pour les 23 salariés de l'atelier de production de Lee Cooper France basé à Amiens. On a renvoyé des gens qui sont tout seuls, qui ont des enfants à charge, que les maris sont au chômage. À l'âge de 16 ans et demi, je suis rentré en prison et ça fait maintenant 3 ans que je suis dedans. Bientôt j'ai mes 20 ans. Après, j'aimerais faire tant de choses si vous saviez. Quand je vois des gens qui ont une maison, une femme, une gosse, pour moi, ça, c'est des gens qui ont de la chance, qui n'ont pas vécu dans la merde. Savez pas! Me laissez pas ici! J'ai besoin des calmants! Je suis pas censé être ici! On voit la société comment elle marche. On voit la justice comment elle marche.
franchement, il n'y a aucun espoir. Mais entre dérober des objets qui sont de première nécessité dans un carrefour et puis faire d'autres genres de délits, il y a une différence. Quand les objets qui sont retrouvés, c'est des feux, c'est une sacoche banane, c'est 2 blancs d'Inde. On vous reproche également d'avoir outragé par parole de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de contrôleur du TCL dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction en leur disant « fils de pute, nique ta race, j'ai rien et t'auras rien, casse-toi de là, je vais niquer tes morts. » Les gosses, ils demandaient qui était derrière, forcément, ils ont demandé, CCRS, ils ont demandé pourquoi, puis bon, ben, ils ont ouvert le porte et puis ils se sont fait gazer. Ouais, nous, on veut se promener comme les autres, aller au cinéma comme les autres, voilà. Après, ils se plaignent pourquoi on crame des voitures et tout. C'est normal, on galère ici. Vous dites musulman, alors vraiment... Qu'est-ce que vous en savez, vous pouvez pas être plus heureux qu'en France, alors vraiment... Ah bon, c'est ça avec 60% de chômeurs dans certains quartiers. Rentrez chez vous si vous n'êtes pas content. Mais je suis chez moi ici, madame, je suis citoyen français. Alors ne vous plaignez pas. Et oui, ça plaise ou ça plaise pas, c'est comme ça. On sent aussi l'exigence qui est là depuis le début. Je trouve depuis le début du CVB, c'est l'éthique, quoi. C'est important, ça, non? Par rapport à ça, je voudrais revenir sur ce qu'on vient de dire juste avant l'extrait. Ouais. C'est que je ne voudrais pas qu'on pense et qu'on oppose les films associatifs qui seraient des films engagés qui ont une utilité dans la transformation sociale et les films d'auteur qui seraient des films plus artistiques. Comme c'est ce que Michel a expliqué, il y a des passerelles. Il y a un mouvement de l'un à l'autre. Évidemment, dans le documentaire d'auteur, on a ce fameux point de vue d'auteur qui ajoute peut-être, dans certains cas, pas toujours, sa sensibilité et son point de vue. Oui, et Patrick Jean, réalisateur du film ici, en avait un de point de vue. Ah, clairement, oui. Il y en a un très très fort. Très marqué. Très fort. Oui, absolument. Il aurait pu être produit ailleurs qu'au CVB pour ce genre de film. C'est compliqué, hein? Je ne suis pas certaine. L'extrait qu'on vient de voir est le deuxième film que Patrick réalise après sa sortie d'école aussi, et le deuxième film qu'il réalise au CVB. Le premier était Lettre à Henri Storck, Les enfants du borinage, où il revient sur les traces de Henri Storck, qui est un des grands documentaristes belges connus quasi dans le monde entier, et qui déjà s'empare de la question sociale et de la lutte, en fait pour les petites gens qui n'ont pas de droit, qui n'ont... C'est en ça que je parlais d'éthique qui est là depuis le début, je trouve. Et ça, vous l'expliquez bien dans le bouquin. Oui, tout à fait. Mais je voudrais aussi revenir sur un élément qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est que je trouve que ce qui est important de signaler aussi, c'est ce passage donc où du vidéobus, où on confie la caméra aux gens, on fait venir des professionnels ou en tout cas des jeunes auteurs. Il est discuté dès le début dans les rangs de l'équipe du CVB, qui s'appelle le vidéobus à l'époque. Il est tout de suite remis en question, mais en même temps, on y voit des avantages également. Et cette marche en avant, elle n'est pas que par rapport à la qualité des films qu'on produit, ce n'est pas que ça comme question, c'est aussi progressivement les pouvoirs publics qui se posent des questions sur mais combien de personnes voient les films qui sont produits au vidéobus, donc il y a aussi quand même un mouvement au début des années 80, milieu des années 80, où on revient un peu sur il faut un but final, il faut une visibilité, il faut un peu une aura. Il y avait des coprods avec des télés ou pour ce genre Oui, donc le film là. Ceux-là, oui, hein. La raison du plus fort a été coproduit par la RTB. Par la RTB et par Arte France. Oui, c'est là qu'on a trouvé l'extrait. Vous parlez des points de vue de réalisateurs de docu, évidemment, on comprend tous très bien ça, mais dans le collectif aussi, en fait. Ils ont un point de vue, ils sont à plusieurs, c'est un peu horizontal, on va dire, c'est moins vertical, mais il y a un point de vue, non? Oui, complètement. C'est l'idée de tous les films collectifs qu'on fait. Alors, il y a toute une diversité de publics avec qui on va travailler, de formats de films et aussi de la nature du public avec qui on travaille, en fonction de l'âge, en fonction du milieu, etc. Donc ça peut être des enfants, des gens beaucoup plus âgés? Pas tellement des enfants, des jeunes, des jeunes 18-25 ans, et puis des adultes jusqu'à des personnes âgées. Il y a toute une grande diversité au vu du volume de travail qu'on fait, il y a toutes sortes de publics différents. Ce qui est clair, c'est que pour revenir à votre question du point de vue, c'est que nous, notre travail, le travail de nos animateurs, nos animatrices, c'est de faire émerger ce point de vue d'un collectif. C'est-à-dire que les gens passent du temps ensemble, parlent, se confrontent, et finalement, de tout ça
émerge un discours qui prend la forme d'un film, mais qui appartient à chacun et chacune des participants du collectif. Donc, Et par rapport à ça, je pense que c'est très important de dire que dans ce continuum historique, 50 ans quand même, y compris dans les ateliers vidéo et dans les films associatifs, voyant que donner la caméra simplement ne suffisait pas, on a amené cette idée de l'animateur vidéaste qui facilite, y compris pour des gens qui n'ont pas la maîtrise de l'outil, l'émergence de leur point de vue. Parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas fait d'école de cinéma. Non, mais alors il y a une grande, il y a une grande amplitude. On peut avoir des jeunes qui certes n'ont pas fait d'école de cinéma, mais en fait se débrouillent très bien avec les outils et ont un appétit, une énergie pour la création du visuel que nous on doit venir aider à faire fructifier. Et puis on va aussi parfois travailler avec des publics qui sont des personnes beaucoup plus en difficulté, pour qui la simple participation au collectif est déjà un objectif en soi. Et donc il faut les accompagner. On va regarder un extrait de L'amour sous un caillou que vous avez produit, Ken, réalisé par Eva Molina, c'est ça, et La Forestière. Tout à fait. Et le collectif Temps d'amour, ça c'est un projet qui nous tient énormément à cœur, qui est vraiment un bijou et un projet tout à fait unique. C'est très beau. Rien que l'extrait qu'on va voir, c'est plein de poésie, je trouve. Allez, on regarde. Chez vous et vous. Je vous ai observé. Chère Majesté, on fait un projet de film sur l'amour. Mais quel amour? L'amour, ça arrive tout seul. Coup de foudre, puis il y a des gens qui s'aiment. L'amour, ça joue des tours, je veux dire. Y a-t-il encore de l'amour dans notre société? Et je pense que au bout d'un moment, j'ai senti quelque chose. Les jeunes avec qui vous travaillez viennent de quoi? De maisons de jeunes, de maisons de quartier? En l'occurrence, ça donc pour en quelques mots détailler ce projet parce qu'il est quand même assez complexe et unique. Donc on travaille avec le collectif Temps d'amour, qui est un collectif qui questionne l'amour dans notre société, les relations sentimentales. Donc c'est un thème fantastique qui est trop peu abordé. C'est vrai. Et là, en l'occurrence, le collectif du film, il est tout à fait unique parce que c'est la rencontre entre un groupe de jeunes enfants de l'école de devoir du centre culturel de Jette et un groupe de personnes adultes porteuses de handicap du centre de jour de la Forestière à Ixelles. Et donc ces deux groupes-là ont travaillé ensemble, ont passé du temps ensemble pour questionner mais qu'est-ce que c'est que l'affect, l'amour dans la vie. Et donc c'est aussi un projet où il y a un travail tout à fait unique avec le public. Ça forme un outil aussi de discussion, de conversation qu'on peut avoir. Et puis surtout, ça permet pour à la fois le public animé et l'équipe créative autour du projet de se lâcher en termes d'imaginaire et de produire vraiment un discours documentaire qui n'est pas plan-plan. Voilà. Ça donne vraiment envie de le voir en entier, évidemment. On peut le voir, j'imagine, en écrivant au CVB, c'est ça? On peut demander de le voir, oui, en écrivant au CVB. Demander de le voir en salle. Enfin, on va d'abord le diffuser en réel d'ici cet automne, avec toute une soirée dont on a encore fixé la date. On vous tiendra au courant les téléspectateurs. Est-ce qu'il y a le même genre d'ASBL en Wallonie, par exemple? Je me posais la question ce matin. Julien, est-ce que vous le savez Ça, sur le secteur, oui, elles existent, mais je crois que c'est mieux de demander à Michel. Donc, il y a des ateliers de production en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc nous, à Namur, si on regarde du côté institutionnel, on a un atelier de production du Centre du cinéma. On est subventionné par la Fédération à ce titre-là. On a une association d'éducation permanente et une association reconnue en cohésion sociale sur le terrain bruxellois. Et donc, il y a 15 je pense, ateliers de production. Sur toute la Wallonie, pour toute francophonie. La Wallonie, voilà. Donc, on fait partie de ceux-là. Et il y en a un qui nous ressemble très fort, c'est le Xara. Je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu parler du Xara, qui a lui aussi un volet éducation permanente à côté de son volet auteuriste atelier de production. Ça implique quoi pour que les gens comprennent bien? Quand on n'est pas dedans, on mélange parfois un petit peu tout. L'éducation permanente, c'est pas l'audiovisuel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le but de l'éducation permanente, c'est pas l'audiovisuel, c'est de faire de l'éducation permanente. Pas spécialement avec des films, quoi. Pas du tout. Ça peut être du travail d'animation avec tout type de technique. C'est essentiellement du travail d'animation. Et donc là, ici, chez nous, on utilise le cinéma, ça peut être la radio, ça peut être l'écriture. Les podcasts aussi, maintenant, beaucoup. C'est quoi les sources de financement du CVB aujourd'hui?
Bien, donc c'est la Fédération Wallonie. Ne prenez pas cet air dépité. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, des deux côtés, donc du côté cinéma, du côté éducation permanente. C'est la COCOF qui est notre subventionneur historique, hein, c'est de là qu'on est. Et donc là, on est subventionné du côté de la culture et du côté de la cohésion sociale, puisqu'on est aussi une association reconnue en cohésion sociale du côté de la COCOF. J'en profite pour dire que ce qu'on n'a pas encore tout à fait dit, c'est que le CVB est une association qui est très ancrée sur le terrain bruxellois. Oui. On est né à Bruxelles et la toute grosse majorité de notre action, des films qu'on réalise, des groupes avec lesquels on travaille, c'est sur le terrain de la région. On le voit bien dans les archives que vous relatez dans le livre, on est au cœur de Bruxelles, quoi. Hein. Oui, clairement, des débuts jusqu'à un moment où on commence à avoir une certaine internationalisation dans les sujets, dans les films. Bon, Patrick Jean, c'était c'est un peu éloigné de Bruxelles. C'est un peu cette époque-là, mais voilà, ça commence légèrement, mais je dirais que ce mouvement s'accentue à partir des années 2004-2005, mais au départ, c'est vraiment Bruxelles, avec quand même des films qui sont faits en Wallonie. À partir du moment où les films d'auteur prennent un peu plus d'importance, évidemment, on quitte forcément le terrain bruxellois. Oui. Très rapidement, puisqu'on parle de Bruxelles, Télé Bruxelles, pourquoi vous n'êtes pas plus diffusé que ça sur Télé Bruxelles, BX1 ? Ça, il faut demander à BX1, je ne sais pas. Non, mais ça paraît étonnant, quoi. Dire. Parce que je pense que BX1 est d'abord un média d'information et que donc nous on fait des films sur des temps longs, on fait des produits qui ne correspondent pas tout à fait au format que BX1 promeut. Voilà, pour moi, la raison peut-être principale. Mais Marianne, vous qui avez connu le début de Télé Bruxelles. Alors, on était tous coincés à la fois par des difficultés budgétaires et par essayer d'exister en tant qu'outil. Télé Bruxelles, à l'époque, il y a quand même, par rapport à cette difficulté de collaborer, parce qu'on n'était pas sur les mêmes temps de production et peut-être pas sur les mêmes objectifs, il y a quand même une énorme exception qui est Coup de pouce. Pendant très longtemps, Coup de pouce a été diffusé systématiquement toutes les semaines, Michel. Oui, ça a varié. Enfin, ça a varié, mais globalement, sur Télé Bruxelles. Donc, il y avait là une collaboration. Aujourd'hui, ça s'appelle Extérieur Jour, c'est ça. Qui a succédé à Coup de pouce. Bon, donc il y a encore un peu de CVB sur Télé Bruxelles. Oui, et BX1 diffuse de temps en temps des films du CVB. Donc, ce serait bien que la collaboration soit plus étroite. Ouais. Alors, j'ai vu votre mot quand j'ai parlé des sources de financement. Ça veut dire qu'elles sont... on sait que le secteur socio-culturel est sous-financé globalement, hein, pour le dire rapidement. Où est-ce qu'on peut trouver des nouvelles sources de financement pour le CVB, à votre avis ? Où est-ce que vous grattez ? Alors, quelle question. On est une association, on travaille dans le non-marchand, et donc la principale source de financement du non-marchand, ce sont les pouvoirs publics. Les fonds publics, Donc, penser qu'on va aller trouver de l'argent ailleurs, et donc dans le privé, et donc dans des fondations, et donc dans du sponsoring, du mécénat, ou je ne sais pas. C'est pas possible. Non, ça n'est pas possible. À la marge, c'est possible, mais pas pour faire fonctionner une association comme la nôtre. Quand vous dites à la marge, ça veut dire quoi ? De temps en temps, au coup par coup ? Dans les films qu'on produit, ça Marianne peut en parler aussi, quand on produit La Raison du plus fort, dont vous avez vu un extrait, eh bien on va chercher des coproducteurs, soit des télévisions ou des coproducteurs à l'étranger, qui eux financent en partie, et là on peut produire un petit peu de marge. Mais toute maigre, d'après ce que je comprends. L'immense majorité des coproducteurs qu'on va trouver sont aussi des gens qui sont dans le non-marchand et qui partagent une grande partie de nos logiques et de nos manières de penser. Et de votre éthique, quoi, Oui, tout à fait. Et ce qui a peut-être plus changé par rapport à la relation à l'argent public, c'est plutôt qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une logique d'appel à projet. On va aller financer des projets ponctuellement via un appel à projet spécifique autour d'une thématique ou d'un organisme. Non, je veux souligner juste... On va devoir conclure, que aujourd'hui, les temps sont pas simples. Néanmoins, je veux quand même souligner que, ça fait 50 ans que les pouvoirs publics en Belgique, la COCOF, la Fédération, sont là. Nous aident, nous soutiennent. Et il faut quand même... Soyons un peu positifs quand même, on va devoir conclure. Un mot de conclusion, Marianne. Je reviens au tout début de notre conversation.
Je pense que le CVB est quand même un endroit magnifique pour les jeunes auteurs. Et donc, on a fait beaucoup de choses différentes, mais on a fait des concours de scénario, on a fait appel à des projets. Depuis quelques années maintenant, il y a même un atelier d'écriture pour soutenir l'écriture des projets en amont. Fiction maintenant aussi. Donc, cet accueil des jeunes auteurs est quand même magnifique. Et je pense aussi que le système des ateliers de production nous est envié dans beaucoup de pays. Ça ne m'étonne pas, il faut le préserver. Avec finalement très peu d'argent, on parvient à sortir des choses magnifiques. Oui. Le bricolage à la belge, comme on dit. Vous vouliez conclure, Julien ? Je ne sais pas si je vais conclure, mais en tout cas, par rapport au pouvoir public tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que l'idée à la base du CVB, c'était vraiment pour les pouvoirs publics d'offrir cette possibilité pour les gens d'avoir accès à ce genre de matériaux, à ce type de construction de films, en se disant justement qu'on ne pouvait pas laisser ce secteur uniquement aux mains du marchand. Donc déjà à la base, il y a cette idée, et donc forcément les pouvoirs subsidiants doivent faire partie des solutions. Et ça c'était il y a 50 ans, et je crois que 50 ans après, on peut le dire, quand on voit la dernière production qu'on vient de voir, ça continue, cet esprit-là continue. On espère encore 50 ans pour le CVB. Oui, Michel, absolument. Vous tenez le coup mais c'est surtout que les très rapidement. C'est comme les livres. Quand le film est là, il continue sa vie, il continue à circuler. C'est vrai. Et il y a des films qui ont été produits il y a 10 ans, il y a 20 ans, ils continuent leur vie. Ouais, et c'est un peu le but de ce livre aussi, c'est ce que vous dites dans l'introduction. Il est là, ce livre. On peut le trouver facilement ? Alors on peut le trouver en tapant cvb.be. Encore, oui. Voilà, et donc il est disponible au prix de 20 €. D'accord. Voilà, et ce lundi 20 avril au SCA, on fait une présentation du bouquin. D'accord. Avec une projection. De quelques films. C'est où le SCA, très rapidement ? À Schaerbeek, chaussée de Hacht, numéro... Ok, on se renseignera. On ira voir sur le site du CVB. Et pour les renseignements, on peut aussi contacter Le Carop, pour qui je travaille. Ah oui, Le Carop, qui a donc édité le livre, qui est un centre de recherche en histoire des mouvements sociaux. D'accord, on a tout noté. Merci à tous les quatre d'avoir parlé de passion du CVB, à qui on souhaite longue vie encore. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre Monde des Arts. Bonsoir.